Tu le dézingues. T'empêches la Seconde Guerre mondiale. Jean-Claude grimaça. Bah. Ouais. Non, mais c'est pas simple, quoi. Parce que primo, tu parles pas l'allemand. Non, l'anglais. Non, l'allemand. Voilà. Je parle pas l'allemand. Et deuxio. Eh bah, il faut que je trouve des costumes des années 30. Et moi, les costumes des années 30, ça me gagne. Bordeaux, c'est terminé. Hervé soupira. Non, mais de toute façon, je pourrais pas le tuer, Hitler, quoi. À cause du paradoxe temporel. C'est quoi, ce paradoxe temporel? Bah, si, c'est une théorie, quoi. Si tu changes le moindre événement du passé, tu bouleverses complètement l'avenir. Et alors, explique-moi. Bah alors, s'il n'y a pas la guerre, la maison de mon père, elle n'est pas bombardée. Donc, il n'est pas obligé d'être hébergé dans une autre ville. Donc, il rencontre pas ma mère dans cette autre ville. Là, je suis en train de boire un bon expresso avec mon pote Hervé. Alors que ça se trouve j'existe pas. Jean-Claude le regarda droit dans les yeux. On s'en fout que t'existes pas, oh là là, il y a un souci, là. T'as une vie de merde, de toute façon. Tu passes 8 heures dans ton bureau à ouvrir ton courrier pour rentrer le soir chez toi et jouer au Scrabble avec ta mère. On s'en fout que t'existes pas. La vérité crue. Brutale. Hervé réalisa que pour l'humanité, et surtout pour Jean-Claude, son existence valait moins qu'un pneu crevé de 2 CV en 1960. Jeanne arriva, coupant court au malaise. « Est-ce que vous auriez tué Hitler pour empêcher la guerre mondiale ?» demanda Hervé. « Ah oui, oui, oui. Je crois, sans souci, » répondit Jeanne. « Ah, d'accord. Ok. Personne veut que j'existe, c'est ça? Toi, tu me parles plus, toi. Ouais, mais avec plaisir. C'est une bonne vue de l'esprit, votre jeu. » Et Maëva revint, rayonnante. Moi, je reviens une minute en arrière et je vous évite. Hervé, regarde. J'ai acheté des nouveaux collants. Ils sont chouettes, hein. Faut pas remonter le temps. Oh, je l'avais super étendu. La boucle était bouclée. Le temps reprenait son cours normal. Médiocre, répétitif, et centré sur des problèmes de bonneterie. Chapitre 8, l'arnaque de la sophrologie. Pour échapper à la pression, certains se tournaient vers des méthodes alternatives. Michel, un type de la compta, essayait de vendre des stages de sophrologie. Hervé, toujours méfiant, flairait l'arnaque. Très bien, Michel le baisse. Ouais. J'organise un petit stage de sophro la semaine prochaine, ça te dit? Proposa Michel à Hervé. Un stage de sophrologie. Tu sais, là, c'est carrément génial. Si tu veux, je te mets dans le premier groupe de travail. T'as dit la semaine prochaine? Ouais. La semaine prochaine, ça va pas être possible parce que j'ai un gros dossier à boucler. Michel sourit, un sourire de prédateur nuage. C'est pas la peine de mentir, j'ai compris. T'aimes pas? Ah non, pas du tout. Mais au contraire, ça m'intéresse, je peux pas la semaine prochaine. Parce que tu viens de te gratter le nez, là. Quoi? Tu t'es touché le nez. Oui, alors? Ça veut dire que la sophrologie, ça t'emmerde. C'est pas mieux dire, tu mens et BM, geste incontrôlé, tu te touches le nez. Hervé, agacé, se gratta le nez frénétiquement. Ben attends, mais tous les mecs qui se raclent le nez, c'est pas des menteurs. Il y a 90%. Mais pour les gestes parasites autonomes, ça trace notre pensée. Apprenez-moi profond. C'est bidon, ton truc. Pas du tout. Il y a eu des études très intéressantes, le dessus. En cas de gêne, on se touche le visage. Jean-Claude arriva, se grattant l'entrejambe. Je peux me gratter, là, demanda-t-il. Ah, vas-y. Il y en a d'autres, déjà, c'est comme ça? Par exemple, si une fille elle passe sa main dans ses cheveux, c'est une marque de séduction, une espèce d'appel au sexe.
Hervé et Jean-Claude échangèrent un regard. Soudain, tous les gestes de leurs collègues féminines devenaient suspects. Ils allaient passer la journée à décoder chaque mouvement, transformant l'open space en un immense terrain de chasse paranoïaque. C'est une séduction, une espèce d'appel au sexe. Bon, il n'y a pas le temps, mais si tu veux, je te filerai un bouquin là-dessus, conclut Michel avant de s'éloigner. Hervé resta pensif. Salut. Faut que je fasse la Bordeaux avant ce soir, alors. Faire mon salaud. Et on ne se serait pas abattre ton merdeau, ton dossier, là, avec une com minable? La communication. Tout était communication. Les gestes, les mensonges, les non-dits. Hervé réalisa qu'il ne savait plus qui il était vraiment, caché derrière ces gestes parasites. Chapitre 9, la géopolitique de la pluie. Le ciel de la Défense était bas, d'un gris anthracite qui semblait peser physiquement sur les vitres teintées de l'immeuble. À l'intérieur, Hervé Dumont consultait une carte de France avec l'expression d'un général découvrant que ses troupes étaient encerclées. Non. C'est non, Maëva. C'est catégorique, lâcha-t-il en reposant son gobelet avec violence. Maëva, les bras chargés de dossiers suspendus, le regardait avec une détresse grandissante. Elle portait ce tailleur beige qui la rendait encore plus pâle sous les néons. Mais qu'est-ce qu'il te prend, pourquoi? Hervé, j'ai absolument besoin de toi. Déjà, à deux, faire la tournée Beaumont-Hénin, Liétard, et je sais pas quoi, c'est difficile. Mais tout seul, c'est l'horreur. Hervé fit un geste dédaigneux vers la fenêtre. Tu crois que j'ai pas vu la météo? Ils ont annoncé de la pluie. Beaumont-Hénin, Valenciennes, Arras, Tourcoing. Rien que les noms, t'as envie de te pendre avec le fil du téléphone. Non, c'est sûr, ça fait rêver. Mais si je n'ai pas les tendances en place, ils vont nous envoyer n'importe quoi. Supplia Maëva. Ouais, ben moi j'ai ma conscience professionnelle pour moi, Hervé. Il en est pas question. Des accès, va. Hervé mentait, évidemment. Ce n'était pas sa conscience professionnelle qui parlait, mais son aversion viscérale pour tout ce qui ressemblait à de l'inconfort. Il préférait mourir d'ennui dans son bureau climatisé plutôt que de mouiller ses mocassins à Pampille dans une zone industrielle du Nord-Pas-de-Calais. C'est alors que Fred surgit. Le coursier semblait flotter à quelques centimètres du sol, porté par des substances illicites et une bonhomie naturelle déconcertante. Oh, moi, je suis dans le potage, il m'en faut. Marmonna-t-il en cherchant la fente pour la monnaie. Il capta la fin de la conversation. Le mot « Nord » sembla déclencher chez lui une réaction chimique inattendue. Ouais, rien, si tu veux, moi, je peux venir avec toi, proposa-t-il doucement à Maëva. Tu ferais ça, Fred, demanda-t-elle, n'osant y croire. Tu sais, le Nord, la pluie, j'adore, j'adore. Hervé les regarda comme s'ils étaient des aliens. Aimer la pluie? Aimer le Nord? C'était une perversion qu'il ne pouvait concevoir. Pourquoi, Valenciennes, ça fait. Commença Fred, rêveur. Alors, banco. Si Maëva, quand tu veux. Banco, banco. Tu viens me voir au bureau? Tout de suite? S'excita Maëva, soulagée de ne pas affronter seule les brumes septentrionales. Ouais. C'est complètement seul d'y avoir accepté. Bon, c'est toi qui es folle, grogna Hervé, jaloux de voir une alliance se former sans lui, même pour une destination maudite. On va passer un bon moment, aux frais de la boîte, on aurait tort de se priver. Lança Fred avec un clin d'œil vitreux. Maëva se redressa, retrouvant un semblant de dignité. Ben, moi, je ne fonctionne pas comme ça. D'ailleurs, je ne fonctionne pas du tout, alors. Elle partit avec Fred, laissant Hervé seul face à sa lâcheté. Il avait évité la pluie, certes. Mais il avait aussi évité l'aventure. Et dans cet immeuble hermétique, l'aventure, même sous la bruine d'Arras, était une denrée rare. Chapitre 10, le test de la choucroute. L'heure du déjeuner approchait. La cantine Pardon, le restaurant d'entreprise dégageait ses effluves habituels de graisse figée et de déterge citronné.
Jean-Claude Convenant revint de ce purgatoire culinaire avec une expression de dégoût profond. La cantine, c'était pas top, annonça-t-il à Hervé. Je me tue à leur faire des cycles diététiques et ils s'obstinent dans le terroir lourd. T'as pris quoi? La choucroute. Ah, c'est ça qui sent. Des vieux relents de chouchan à monter,